So now I want to present the second speaker of the morning, who in fact will not do as the other speakers. I mean by that that he will speak in French. So I'm quite glad that there is at least one talk in French during this conference, the name of which is Journée Arithmétique, so it's French as well. So I will switch to that language as well. So finish. So I probably I should apologize to English-speaking people because of the English I have been using up to now. So I switch to French. Donc le deuxième orateur aujourd'hui est Laurent Fargue, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de mathématiques de Jussieu, et qui va parler des courbes et fibrées vectorielles en théorie de Hodge p-adique. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler d'un travail en commun avec Jean-Marc Fontaine, qui dure depuis maintenant 2-3 ans. Donc, ça parle des choses suivantes. Donc, je vais commencer par vous définir, parce que je vais vous parler d'une certaine courbe qu'on a construite avec Jean-Marc Fontaine. Alors, avant de vous parler de cette courbe, j'ai besoin de vous définir certaines algèbres de fonctions holomorphes p-adiques. Donc, ce sont des fonctions holomorphes de la variable p. Donc, pour les définir, je vais avoir besoin de certaines données, qui sont les suivantes. Donc, je vais partir d'un corps f, qui est un corps valué complet de caractéristiques p. Donc, ce que j'entends par valuation, c'est une fonction v à valeur dans les nombres réels, éventuellement plus l'infini. Donc, une valuation pas trop méchante, ce qu'on appelle une valuation de rang 1. Et bien sûr, je vais supposer que la valuation est non triviale, sinon tout ce qu'on fait n'a aucun intérêt. Et de plus, je vais supposer que le corps f est parfait. Alors attention, puisque le corps f est parfait, la valuation ne sera jamais discrète. D'accord ? Donc, a priori, on va rencontrer des corps valués assez compliqués. Alors, typiquement, pour les applications en arithmétique usuelle, entre guillemets, c'est-à-dire en théorie de Hodge p-adique classique, on va prendre des corps f du type... Alors, on va prendre petit k, un corps parfait, par exemple un corps fini. Et on va prendre k double parenthèse pi, donc un corps local de caractéristique p. On va extraire des racines pim de l'uniformisante pi, donc on va prendre le perfectisé de ce corps local de caractéristique P, et on va le compléter. Donc ça, c'est le premier exemple de corps F qui m'intéressera a priori pour les applications. Et on peut prendre même encore plus gros, donc on va prendre K double parenthèse pi, donc un corps local de caractéristique positive P, on prend une clôture algébrique et on complète. Donc on obtient un corps encore plus gros. Donc si vous voulez, si vous avez peur d'un corps F quelconque, dans l'exposé, vous pouvez prendre un de ces deux corps pour avoir en tête des exemples. Voilà. Donc on part, c'est ça la donnée dont on part d'un corps F, comme ceci. Alors ensuite, je vais vous définir certaines algèbres de fonctions holomorphes. Donc ça va être des fonctions holomorphes de la variable P à coefficient dans le corps F. Alors on ne sait pas les définir directement, ces algèbres de fonctions holomorphes. On les définit par complétion de certaines algèbres, qui sont les suivantes. Alors B, indice B en haut, ça signifie B borné, ceci. Alors comment est-ce qu'on construit cette algèbre B bornée ? On prend les vecteurs de vide de F, et on inverse petit p. Alors bien sûr, puisque F est un corps parfait, les vecteurs de vide d'un anneau parfait, c'est très simple. Ça s'écrit, un tel vecteur de vide, dans les vecteurs de vide de F où on a inversé p, s'écrit de façon unique, comme une série, de la forme suivante. Donc c'est une somme d'un Teichmüller d'un élément de F, donc les x indice n sont dans F, fois une puissance de P. Attention, la somme est finie à gauche, d'accord ? Donc il n'y a que des puissances, les puissances négatives de petit p ici, l'uniformisante, sont en nombre fini. Alors, d'entrée, il faut vraiment penser à ces séries formelles, en quelque sorte, comme une fonction, une série entière où la variable formelle est petit p, le nombre premier p, et les coefficients sont dans F, c'est ces Teichmüller d'éléments de F. Voilà. Et une telle écriture est unique, bien sûr. Donc je vais prendre B borné, ça va être une sous-algèbre. Donc je vais mettre une condition de convergence. C'est une sous-algèbre de cet anneau de vecteurs de Witt, qui est définie de la façon suivante.
je prends les vecteurs de Witt comme ceci, dont les coefficients sont uniformément bornés. C'est-à-dire qu'il existe une constante C, telle que pour tout n, le nème coefficient de Teichmüller est de valeur absolue plus petite que la constante C. Donc ici, la valeur absolue, c'est la valeur absolue P puissance moins la valuation que j'avais fixée ici. D'accord ? Donc on a deux topologies, il y a la topologie p-adique, le P ici, et il y a la topologie de F qui interviennent. Donc j'ai une QP algèbre, comme ceci, B borné, et maintenant je vais faire la chose suivante. Donc je vais prendre un rayon ρ. ρ, ça sera un nombre réel dans l'intervalle ouvert 0, 1, donc 0, 1 étant exclu. Et pour chaque nombre réel ρ, ici, je vais définir une norme de Gauss sur cette algèbre B bornée de la façon suivante. Donc cette norme de Gauss, norme indice ρ, donc elle est définie sur B borné à valeur dans les nombres réels positifs, et elle est définie par une formule qui est analogue à la formule classique qui définit les normes de Gauss, en formule classique en géométrie rigide analytique de Tate. Donc on prend notre série formelle, c'est-à-dire notre vecteur de Witt ici, somme des 1 Teichmüller fois une puissance de P, et on prend le sup de la valeur absolue du nème coefficient fois ρ à la puissance n. D'accord ? Lorsque n parcourt tous les entiers, ici. Donc ça, c'est bien défini. Ce sup est atteint, il n'y a aucun problème. Et donc, pour chaque ρ dans 0,1, on a une norme ici, sur B borné, et un point non trivial, c'est que cette norme est multiplicative, c'est-à-dire que la norme de xy, c'est la norme de x fois la norme de y. D'accord ? Donc, une façon de le dire, c'est qu'au lieu de parler en termes de normes, je pourrais parler en termes de valuation, et on a une vraie valuation, c'est-à-dire une valuation de Gauss qui vérifie valuation de xy égale valuation de x plus valuation de y. Donc, ce n'est pas complètement évident, mais personne n'avait remarqué ce genre de choses avant. Donc, il faut travailler un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc on a notre famille de normes de Gauss. Maintenant, je prends un intervalle i dans le segment 0,1. Donc j'exclus toujours 0 et 1, c'est important pour ce qu'on fait, sinon ça ne marche pas bien. Et je vais noter quoi ? B indice i, ça va être le complété de cette algèbre B bornée de série entière vis-à-vis de cette famille de normes de Gauss ρ, où le rayon ρ va parcourir l'intervalle i. D'accord ? Donc je complète pas pour une seule norme, mais pour une famille de normes. Donc quand je complète une algèbre pour une seule norme, j'obtiens une algèbre de Banach. Quand je complète pour une famille de normes, j'obtiens une algèbre de Fréchet. Donc B indice I, c'est une algèbre de Fréchet en général. Et alors, moralement, il faut penser à B indice I, comme quoi ? Comme étant l'algèbre des fonctions holomorphes de la variable P ici, à coefficient dans F, donc les Teichmüller ici, sur la couronne rigide analytique, entre guillemets, définie par l'intervalle I, ici. Donc I, ça définit une famille de rayons. On regarde tous les rayons possibles ρ dans l'intervalle I. Et c'est ça, ce B indice I. Voilà. Et j'ai noté en toute généralité, donc pour l'instant je vais me restreindre à cette algèbre B ici, qui est l'algèbre B indice 0,1. Donc je complète pour toutes les normes de Gauss dans l'intervalle 0,1. Donc moralement, B, c'est une algèbre de fonctions holomorphes sur un disque ouvert et pointé. C'est comme ça qu'il faut y penser. Donc B, c'est une QP algèbre de Fréchet, donc comme je l'ai dit précédemment. Donc la topologie étant la topologie en quelque sorte de la convergence uniforme sur chacune des couronnes compactes dans cette disque et pointé. Et on a un Frobenius phi. On a un Frobenius phi, donc qui existe sur les vecteurs de Witt, qui est défini de la façon suivante. Phi, le Frobenius d'un vecteur de Witt dans B borné. Donc on a une somme de Teichmüller fois une puissance de P. C'est quoi ? C'est tout simplement, on met les Teichmüller à la puissance P. D'accord ? Et ce que je dis, c'est que ce Frobenius phi s'étend naturellement en un automorphisme de l'algèbre de Fréchet B des fonctions holomorphes, sur mon disque est pointé. C'est facile à vérifier, et donc c'est un automorphisme, donc phi est bijectif. Avant de continuer plus loin, donc une remarque, si on pense à ces séries comme étant des fonctions holomorphes de la variable P, le Frobenius phi n'est pas un Frobenius géométrique, mais un Frobenius arithmétique. C'est-à-dire qu'on élève les coefficients à la puissance Pm.
et pas la variable formelle à la puissance pi. Donc il faut penser à ça comme étant un Frobenius arithmétique. Voilà. Alors, on en vient à notre fameuse courbe qu'on a définie avec Fontaine. Alors en fait, il ne va pas y avoir une courbe, mais une famille de courbes, une tour de courbes, qui va être paramétrée par un entier h plus grand que 1. Donc on va voir une tour paramétrée par l'entier h. Alors pour la définir, j'ai besoin d'une algèbre graduée. Donc je pars de mon algèbre de fonction holomorphe B, que j'ai définie précédemment, avec son Frobenius phi qui agit dessus, bijectivement. Et je définis l'algèbre graduée P indice H, donc comme étant l'algèbre graduée dont les éléments homogènes de degré D, ce que je note P indice H virgule D, c'est les éléments de B qui satisfont l'équation fonctionnelle phi puissance H égale P puissance D. C'est-à-dire que je regarde les éléments qui vérifient dans B, qui satisfont phi puissance H de x, c'est P puissance D fois x. D'accord. Et bien sûr, ça forme bien une algèbre graduée, vous le vérifiez. Et alors les constantes de cette algèbre graduée, c'est-à-dire les éléments homogènes de degré 0 dans l'algèbre graduée P indice H, vous vérifiez facilement que, il faut travailler, c'est pas évident, c'est vrai, mais que c'est QP puissance H, c'est-à-dire l'extension non ramifiée de degré H des nombres p-adiques QP. D'accord? Donc c'est une algèbre graduée dont les constantes sont un corps, comme ceci. Voilà, donc on a une algèbre graduée, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend le proj. Donc je vais prendre le proj de cette algèbre graduée P indice H, j'ai noté ça X indice H, donc on aura pour chaque entier H un schéma, X indice H est défini sur spec QP puissance H. D'accord? Donc c'est un schéma. Mais je vous le dis d'entrée, il est loin d'être de type fini, donc c'est pas vraiment algébrique en quelque sorte. Donc X indice H, c'est un schéma, c'est le proche de cette algèbre graduée, et je vais noter, pour simplifier, X, c'est X indice 1, donc c'est la base de ma tour de courbe. D'accord? Plus H va être grand, plus je vais monter dans ma tour de courbe. Donc il y a un système projectif de schéma comme ceci. Voilà. Et alors, a priori, ce truc est absolument horrible. Ben, en fait, non. Donc le théorème, on a le théorème suivant avec Fontaine qui nous dit que XH est une courbe. Alors ça veut dire quoi en un sens généralisé, puisque X indice H n'est pas de type fini. C'est-à-dire que X indice H est un schéma noethérien régulier de dimension 1. Bon, alors ça c'est une terminologie barbare pour tout simplement dire que X indice H est un recollement d'un nombre fini de spectres d'anneaux de Dedekind. D'accord? Voilà. Et alors, en fait, la courbe en niveau h, x indice h, est obtenue par extension des scalaires de qp à qp puissance h de la courbe sans niveau, x. Tout simplement, cet isomorphisme ici est déduit du fait que lorsqu'on prend... oubliez le plus qui est ici, je ne sais pas pourquoi il y est, c'est un ancien exposé. Donc, c'est quand vous prenez un élément de degré d dans l'algèbre graduée p indice h, donc c'est un élément qui satisfait l'équation fonctionnelle phi égale p puissance d. Quand vous itérez h fois cette équation fonctionnelle, vous obtenez phi puissance h égale p puissance hd. Donc vous avez un plongement d'algèbre graduée comme ceci, des éléments homogènes de degré d dans les éléments homogènes de degré h fois d. Et ça induit cet isomorphisme d'extension des scalaires. Bon. Donc finalement, c'est pas méchant, x indice h, mais j'ai quand même besoin de sa formule, comme ici, définie comme algèbre graduée. Ok, donc maintenant on va essayer de regarder à quoi ressemblent les points fermés de la courbe, d'accord? Puisque c'est une courbe, il y a deux types de points sur le schéma, soit c'est des points fermés, soit c'est le point générique. Alors, je vais prendre un petit t, un élément homogène de degré 1 dans mon algèbre graduée P indice 1, qui est non nul. Et je vais regarder la section hyperplane associée. Donc je regarde, je coupe avec un hyperplan ma courbe, et je regarde le point que j'obtiens. Et j'obtiens un seul point, qui dépend bien sûr du choix de l'hyperplan petit t. Donc un seul point, que j'ai noté le point à l'infini associé à petit t, donc c'est un seul point fermé de x. Et de plus, donc je vais me restreindre dans cet exposé majoritairement au cas où f est algébriquement clos, c'est un peu plus compliqué sinon. De plus, si f est algébriquement clos, on a les propriétés suivantes. Donc on va regarder d'abord, quel est le corps résiduel en ce point à l'infini, qui est défini par la section hyperplane petit t. Ben, le corps résiduel, c'est indice t, en ce point à l'infini, c'est un corps algébriquement clos.
valué complet, qui est une extension de QP. Donc, par exemple, le corps CP, mais ça peut être plus gros que CP, en général. Donc on a des corps très gros, qui sont des corps résiduels. Donc là, on voit bien que la courbe n'est pas finie sur QP, puisque les corps sont tous sauf des extensions de degré fini de QP. Alors ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe au voisinage du point à l'infini. Alors si bien sûr, puisque j'ai une courbe, lorsque je prends l'anneau local de la courbe en un point fermé, c'est un anneau de valuation discrète, comme il se doit, et je vais regarder le complété de cet anneau de valuation discrète. Donc c'est OX infini, chapeau. Donc c'est un anneau de valuation discrète complet, et en fait, cet anneau de valuation discrète complet existait déjà avant. Donc c'est ce qu'on appelle un anneau de période de p-adique, qui a été défini par Fontaine à l'époque où il était à l'Institut Fourier. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau B+ de RAM. Donc cet anneau dépend du choix d'un corps complet, valué complet algébriquement clos extension de QP. Donc là, on prend l'anneau B+ de RAM des périodes de 2 RAM de Fontaine à coefficient fourni par ce corps algébriquement closé indice T. Et Fontaine, non seulement a défini cet anneau de période de 2 RAM, mais il a défini une application très importante θ qui se réduit vers le corps algébriquement closé. Un morphisme d'anneaux comme ceci. Donc en gros, ça c'est l'application θ, c'est on réduit les périodes de 2 RAM sur des périodes de Hochstate, pour les spécialistes. Mais bon, vous n'avez pas trop besoin de savoir ce que c'est. Donc cet anneau-là apparaissait déjà en théorie de Hodge p-adique. D'accord ? Et à ce moment-là, petit t, qu'on peut maintenant voir comme une uniformisation de cet anneau de valuation discrète, s'interprète comme une période de 2 RAM du groupe formel multiplicatif, comme groupe P divisible, sur l'anneau des entiers OC indice T. Il manque un indice T ici. D'accord ? Donc la période, la morale de l'histoire, c'est que si on prend un petit t de degré 1 dans P indice 1, on peut toujours le voir comme une période d'un groupe formel multiplicatif sur un corps résiduel. Mais ça dépend les corps résiduels peuvent varier. D'accord ? Ok. Alors maintenant, on a regardé ce qui se passait au voisinage de l'infini. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en dehors de l'infini, du point à l'infini. Donc je suppose toujours que F est algébriquement clos. Si j'ai noté BE, alors ça c'est plus compliqué encore, c'est Bécris, phi égale l'identité. Alors Bécris, c'est un anneau de période encore construit par Fontaine. Donc c'est l'anneau des périodes cristallines, qui dépend du choix du corps petit c indice T ici. Et phi, c'est ce qu'on appelle un Frobenius cristallin, qui agit sur cet anneau de période cristalline. Et on prend les invariants sous Frobenius. D'accord ? Donc on prend cet anneau, qui apparaissait déjà avant nos travaux avec Fontaine dans d'autres travaux, par exemple certains travaux de Cato. Et donc on prend la courbe x, et on enlève le point à l'infini. Donc alors c'est facile de vérifier que c'est un ouvert affine, bien sûr. Et c'est le spectre de B indice E. On peut voir que c'est le spectre de B indice E. Et le point, c'est que B indice E est un anneau principal. Ce qui n'était absolument pas du tout attendu avant ceci. Les gens ne pensaient même pas que c'était un anneau neutérien. Enfin, c'était apparemment quelque chose de très gros. Donc BE est un anneau principal. Alors c'est parce que j'ai supposé F algébriquement clos. En général, BE est un anneau de Dedekind, si F est quelconque. Bon. BE est un anneau principal, mais on peut aller même plus loin. Si je prends la fonction degré, qui est définie sur B indice E, c'est l'opposé de l'ordre d'annulation en l'infini. Quand j'ai un point à l'infini, et j'ai une fonction sur la courbe, je peux regarder son ordre d'annulation à l'infini, ou l'ordre du pôle, enfin bon, ou comme vous voulez, et je prends l'opposé de l'ordre d'annulation à l'infini, donc c'est une fonction sur BE à valeur dans les entiers, qui vaut, bon, on rajoute moins l'infini, puisque c'est le degré de 0, c'est moins l'infini. Et on regarde le couple BE, donc qui est un anneau principal, muni de sa fonction degré. Alors cet anneau, contrairement à l'anneau des polynômes usuels, il n'est pas euclidien, mais il est presque euclidien. Donc presque euclidien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, presque euclidien ? Ça veut dire que si je prends un élément non nul dans BE, un élément x plutôt, et un élément non nul dans B indice E, alors, tout x, je peux écrire x sous la forme x égale ay plus b, avec le degré de b inférieur ou égal, attention, ou égal au degré de y. D'accord ? Donc euclidien, ça voudrait dire degré de b strictement plus petit que degré de y, mais là on ne peut pas aller aussi loin, c'est inférieur ou égal. Donc il est presque euclidien, mais il n'est pas euclidien. Donc attention,
il y a des anneaux presque euclidiens qui ne sont pas principaux. Donc, la manière dont on montre que BE est principal n'utilise pas cette fonction de degré. C'est plus compliqué que ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. La preuve est très, très compliquée. Mais, quand même, on a un anneau presque euclidien, non euclidien. Donc, bon, voilà. Donc, c'est assez rigolo. Et ça va intervenir de façon cruciale dans la suite, le fait que cet anneau soit non euclidien, quand on va parler de fibré sur la courbe. Voilà, allons un peu plus loin. Alors, jusqu'à maintenant, pour définir ma courbe, je suis parti d'un corps F de caractéristique P, mais maintenant supposons qu'on part d'un corps K de extension de QP, donc par exemple une extension de degré fini de QP, donc un corps valué complet, un corps résiduel parfait, et qui est de valuation discrète. Je vais fixer une clôture algébrique K bar de K, et je vais prendre C, le compléter cette clôture algébrique. Ensuite, j'ai utilisé une construction qui est due à Fontaine, qui a été revisitée récemment dans les travaux de Scholze. Donc on change un peu les notations depuis. Donc j'ai noté F, c'est le basculement en caractéristique P, donc C bémol, du corps valué complet C. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble des suites compatibles d'éléments de C. Donc les X indices N sont dans C. Donc, je dis compatible sous les puissances Pim. Donc, je suppose que quand on prend un élément et on le met à la puissance Pim, on obtient son précédent, donc xn plus 1 à la puissance P égale xn. Alors, attention, donc je dis que ceci est un corps. Donc, la loi de multiplication sur ce corps, c'est celle que vous pensez. Donc, vous multipliez les systèmes compatibles terme à terme. Mais la loi d'addition est twistée. Il y a un procédé de renormalisation pour la définir. Donc le nème terme de x plus y, c'est la limite, parce que k tend vers plus l'infini, du n plus kème terme, plus le même pour y, comme ceci, et on met à la puissance kème, comme ceci. Cette limite existe, et ça fait de c bémol, un corps de caractéristique P parfait, et évalué pour la valuation définie par la valuation des xn, on prend la valuation du premier terme, dans la suite compatible sous la puissance Pm. D'accord? Donc à partir d'un corps algébriquement clos comme ça, de caractéristique 0, valué complet, on construit un autre de caractéristique P, F. Donc j'ai un F qui est construit à partir de C, qui est lui-même construit à partir de K, et j'obtiens une courbe, d'après toute la construction que j'ai faite précédemment. Et là, on a un nouveau truc. Puisqu'on est parti d'une donnée de caractéristique 0, là, on n'obtient plus seulement une courbe, mais une courbe munie d'un point, à l'infini, sur la courbe. Et de plus, on a même une action de Galois sur la courbe, qui stabilise le point à l'infini. Donc cette action de Galois se reflète sur tous les anneaux de Fontaine précédents, en donnant des actions Galois, qui sont les actions classiques sur ces anneaux de Fontaine. Voilà. Donc, une autre chose, si le corps F est algébriquement clos, eh bien, je vous ai montré tous les points fermés de la courbe tout à l'heure. C'est-à-dire, ils sont tous de degré 1. Donc, c'est les zéros d'une section hyperplane de degré 1, comme ceci. C'est-à-dire, tous les points de x sont de la forme précédente, de degré 1. C'est-à-dire qu'en fait, les points fermés de la courbe s'identifient à l'espace projectif sur cet énorme espace de Banach, B phi égale P, donc c'est P1,1. C'est un espace de Banach. Donc c'est l'espace projectif sur cet espace de Banach, de dimension infinie. C'est-à-dire, à une droite QP fois petit t, on associe le point à l'infini défini par l'annulation de petit t. Donc si f est algébriquement clos, on a tous les points de la courbe. Si f est parfait, c'est plus compliqué. Il y a des points qui sont de degré strictement plus grand que 1. Je préfère pas en parler, c'est un peu technique. Et alors, on peut se poser la question maintenant, est-ce que la courbe est complète? Est-ce qu'on n'a pas oublié de point à l'infini? Eh bien non. Si je prends f, une fonction rationnelle sur ma courbe, non nulle, donc ça c'est l'anneau de la fibre du faisceau structural de x au point générique de la courbe, qp parenthèse x, donc c'est un corps, le corps des fonctions rationnelles sur la courbe, et bien le degré du diviseur principal de la fonction méromorphe f est nul. Donc ça veut dire qu'on n'a pas oublié de point à l'infini. Donc ce qu'on appelle le degré ici, c'est lorsque f est algébriquement clos, donc on dit que tous les points sont de degré 1, et lorsque f est parfait, il y a une notion de degré pour les points que je mets sous le tapis. Et voilà. Donc on a une belle courbe complète,
Et bon, là, je vous ai parlé de la base de la courbe x indice 1, mais on a le même type de propriété pour les courbes x indice h. C'est juste un peu plus technique si on veut faire les choses. Il faut parler de groupe de Lumine-Tate et plus de groupe formel multiplicatif. Donc, je passe là-dessus. OK. Alors, on a notre courbe. Et pour l'utiliser en théorie de Hodge-Péadique, on a besoin de regarder les fibrés vectoriels sur cette courbe. Donc, on va s'amuser un peu avec les fibrés vectoriels sur notre courbe maintenant. Alors, pour simplifier, je vais supposer f algébriquement clos. Et on va regarder, avant de regarder les fibrés vectoriels en général, on va regarder les fibrés en droite sur la courbe. Donc je vais prendre un entier h supérieur ou égal à 1, qui va être toujours le niveau dans ma tour de courbe, et un entier d éventuellement négatif. Et je vais définir un fibré en droite sur la courbe x indice h. Donc j'ai appelé ça O de d. Ben, c'est tout simplement, c'est la recette usuelle. Je prends l'algèbre graduée P, indice h, je la décale des fois, je la vois comme module gradué sur P indice h, et je prends par le faisceau cohérent associé, le tilde, et ceci me définit un fibré en droite sur x indice h. Donc O de d, hein, c'est O de 1 tenseur des fois. On définit O de 1, donc les formules que vous connaissez usuelles sont satisfaites. Et donc on a un fibré en droite sur P indice h, et les formules, ce à quoi vous vous attendez est vrai, c'est-à-dire qu'on peut retrouver l'algèbre graduée comme l'algèbre graduée des sections des puissances positives du fibré en droite O de 1. D'accord ? Donc, pas de problème. Et alors, en fait, ici, on a tout le groupe de Picard, c'est-à-dire que l'application qui a D, l'entier D associe la classe d'isomorphisme de O de D, induit un isomorphisme entre Z et le groupe de Picard de la courbe X, ou X indice H, si vous voulez, je n'ai pas oublié le H ici. Et alors, un point important, c'est que l'isomorphisme inverse est donné par une fonction de degré. Alors là, j'utilise un truc non trivial. J'utilise que ma courbe est complète au sens précédent. Pour définir naturellement, on a besoin d'une définition naturelle pour la suite, pour définir naturellement le degré d'un fibré en droite ou d'un fibré vectoriel plus généralement, j'ai besoin de savoir que le degré d'un diviseur principal est nul, d'accord ? Puisque je prends un fibré en droite, je prends une section rationnelle et je définis le degré comme étant le degré de la section rationnelle associée. Mais il faut savoir que ça ne dépend pas du choix de la section rationnelle du fibré. Donc on a un isomorphisme comme ceci. Alors si f est algébriquement clos, c'est plus compliqué, il y a des monodromies qui apparaissent, je ne vais pas en parler. Et alors c'est quoi le genre de la courbe ? On va s'amuser un peu maintenant. Le genre de la courbe elle est de genre 0. Le H1 de x au x, c'est 0. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence avec la droite projective, la sphère de Riemann. Mais alors là, ça devient plus compliqué. Le H1 de O de moins 1 est non nul. Et là, c'est différent de la droite projective, parce que vous savez que pour la droite projective, le H1 de O de moins 1 est nul. Donc là, c'est différent de P1. Et alors, on peut s'amuser à regarder ce que ça signifie. Et si on regarde en détail, on voit qu'en fait, ceci est lié au fait que l'anneau B indice E, munit de sa fonction de degré dont j'ai parlé précédemment, n'est pas euclidien. Vous pouvez écrire ça dans un contexte général. Vous définissez une notion de courbe en toute généralité, et vous voyez que cette non-annulation et le fait que l'anneau ne soit pas euclidien sont équivalentes. Et donc le fait que l'anneau soit presque euclidien au sens précédent, c'est dire que le H1 de OX est nul. Dire qu'il n'est pas euclidien, c'est dire que ce H1 de O de moins 1 est non nul. Donc là, c'est vraiment différent de la droite projective, puisque, comme vous le savez, l'anneau des polynômes est euclidien. Alors, on peut encore traduire ça de façon différente, on peut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est le H1 de O de moins 1 ? Donc le H1 de O de moins 1, c'est le extin, d'accord, le H1 de O de moins 1, c'est le extin entre O de 1 et O. D'accord, c'est extin. Donc c'est l'extension entre O de 1 et O. Donc puisque le H1 de moins 1 est non nul, on peut trouver un fibré vectoriel de rang 2, qui est une extension, donc E ronde ici, qui est une extension non triviale de O de 1 par O. Et donc ce fibré E, on vérifie facilement qu'en fait, si on prend une extension non triviale ici, il est semi-stable de pente 1,5.
Et 1,5, comme vous savez, n'est pas un entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que cet anneau ici n'était pas euclidien se traduit en termes de fibrés vectoriels sur le fait qu'on trouve des fibrés semi-stables qui sont de pente non entière. Donc là, tout est vraiment très différent de la droite projective. On voit que cette non-euclidianité entraîne des conséquences, le fait que c'est beaucoup plus compliqué que la droite projective. D'accord? Puisque sur P1, la droite projective, tous les fibrés semi-stables sont de pente entière. Bon, ben maintenant on va regarder les fibrés vectoriels en toute généralité, de rang quelconque. Donc je vais prendre toujours F algébriquement clos. Donc je vais prendre un entier D éventuellement négatif, H supérieur ou égal à 1, et je vais garder pi indice H de XH vers X. Donc c'est un morphisme étal fini, c'est un revêtement galoisien, étal fini, entre ma courbe en niveau H vers la base de ma tour de courbe, X. D'accord? Et j'ai noté O de D virgule H, c'est le fibré vectoriel suivante. Je pousse en avant, par ce revêtement galoisien, le fibré en droite O de D. D'accord? Alors c'est facile de vérifier, puisque ce revêtement est de degré H, que ça c'est un fibré de rang H, et de degré D. Ok? Donc j'ai construit des nouveaux fibrés de rang supérieur sur ma courbe, en utilisant la tour de courbe. Et maintenant, si j'ai un rationnel lambda, une pente, donc je l'écris sous la forme D sur H avec D et H premier entre eux, je pose O de lambda comme étant O de D virgule H, tout simplement. D'accord? Et donc on a que la pente au sens de Harder-Narasimhan, donc mu, c'est le degré divisé par le rang. Mu, c'est le degré divisé par le rang. Donc la pente de O de lambda, bah, c'est lambda comme on pouvait s'y attendre. Et alors là, je vais maintenant vous énoncer le théorème, un des théorèmes vraiment principaux qu'on a avec Fontaine. C'est un théorème de classification des fibrés vectoriels sur notre courbe, qui est une sorte de généralisation du théorème de Grothendieck de classification des fibrés sur la sphère de Riemann, mais dont la preuve est beaucoup plus dure à cause de ce fait précédent dont j'ai parlé, qu'il y a des fibrés semi-stables de pente non entière. Ça utilise vraiment des choses très compliquées. Donc le théorème, c'est le suivant. Donc, première étape, on va regarder les fibrés semi-stables de pente lambda fixée. Donc, le point 1 nous dit que les fibrés semi-stables de pente lambda, c'est exactement ceux qui sont isomorphes à des sommes directes de O de lambda. Et O de lambda est un fibré stable lui-même, de pente lambda. Et ça, on pouvait le vérifier dès la définition, en fait. Donc, O de lambda, voilà. Le deuxième point du théorème, c'est que la filtration de Harder-Narasimhan d'un fibré vectoriel sur X est scindée. Alors, attention. Quand je dis scindé, ça ne veut pas dire canoniquement scindé. D'accord? Il existe un scindage, mais il n'est pas canonique. C'est comme pour la sphère de Riemann, on a la même propriété, la filtration de Harder-Narasimhan est scindée, mais non canoniquement. Alors je peux prendre les points 1 et les points 2 dans mon théorème, je peux les résumer en le point 3. D'accord? Le point 3 est équivalent aux deux premiers points, où je ne parle pas de semi-stabilité, etc. Donc le point 3 nous dit que les classes d'isomorphisme de fibrés sur la courbe, c'est les mêmes choses que les suites décroissantes de nombres rationnels, tout simplement, à une suite décroissante de nombres rationnels, j'associe, dans lambda 1 jusqu'à lambda n, la classe d'isomorphisme des sommes directes de O de lambda i. Donc voilà, donc on a un théorème de classification des fibrés sur la courbe. Alors, bon, ça c'est le cas où F est algébriquement clos, et en utilisant ce théorème de classification des fibrés avec Fontaine, on redémontre des gros théorèmes de théorie de Hodge-péadique de façon extrêmement naturelle et simple. Donc, ce qu'on appelle la conjecture de Mondromi péadique et le théorème faiblement admissible, impliqué admissible. Mais je ne vais pas vous parler de ça, parce qu'il me faudrait au moins 1 heure pour faire des rappels de théorie de Hodge-péadique, voire plus. Donc, je préfère vous parler d'autre chose. Avant de vous parler d'autre chose, donc là, je vous ai parlé du cas F algébriquement clos, et on va voir ce qui se passe lorsque F n'est plus algébriquement clos, il y a des monodromies qui apparaissent dans la classification des fibrés, la représentation de monodromie. C'est la chose suivante. Donc, je considère F parfait, bien sûr, toujours parfait depuis le début, mais quelconque, plus forcément algébriquement clos. Donc, une petite remarque, si on regarde le théorème précédent, ici, ou disons le point 1 vous dit que les fibrés semi-stables de pente 0, dire qu'un fibré est semi-stable de pente 0, c'est équivalent à dire qu'il est trivial comme fibré. C'est ça que dit le point 1 en pente 0. D'accord?
Donc je peux traduire ça de la façon suivante, c'est que si f est algébriquement clos, dans le théorème précédent, ça nous dit que le foncteur section globale, le foncteur qui a un espace vectoriel associé le fibré tautologique trivial V tenseur OX, induisent des équivalences inverses entre fibré semi-stable de pente 0 et QP espace vectoriel de dimension finie. Et en fait, lorsque f est parfait, le théorème de classification des fibrés s'étend de la façon suivante. Donc c'est un théorème du type Narasimhan-Seshadri en quelque sorte, qui vous dit que des fibrés semi-stables de pente 0 correspondent à certains systèmes locaux sur des surfaces de Riemann. Ça nous dit que la chose suivante, donc si je prends f général, c'est que la catégorie abélienne des fibrés semi-stables de pente 0 sur x est équivalente à celle des QP espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action continue du groupe de Galois de f bar sur f. Donc c'est des représentations galoisiennes p-adiques de dimension finie. Voilà. Donc je ne vais pas parler plus de ce théorème. Donc il y a un théorème encore plus général, en pente quelconque. Je passe dessus. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler un peu de certains ingrédients et de certains résultats d'analyse p-adique qui interviennent dans la preuve du fait que la courbe dont j'ai parlé précédemment est une courbe et satisfait les propriétés dont j'ai parlé. Donc je reviens au début de mon exposé, donc aux algèbres de fonctions holomorphes de la variable p. D'accord ? Donc j'ai défini au début de l'exposé certaines algèbres de fonctions holomorphes de la variable p par complétion. Donc j'ai défini BI pour I en intervalle dans 0, 1. Et j'ai défini B, c'était B indice 0, 1. D'accord ? Vous allez voir, c'est très concret. C'est de l'analyse classique, entre guillemets. Donc je prends F algébriquement clos dans la suite pour tout simplifier, sinon c'est plus technique. Alors, je vais noter S ronde comme ceci, c'est les vecteurs de vide de OF. Donc c'est des séries entières qui sont holomorphes en 0, donc il n'y a pas de pôle en 0, c'est-à-dire que je somme sur les puissances positives de petit p ici, fois un Teichmüller d'un élément de OF, c'est ça, W de OF. Et maintenant, je vais introduire une notion analogue à une notion classique qui intervient dans les théorèmes de division de préparation de Weierstrass. Alors on appelle ça, normalement ça s'appelle distingué, mais je ne sais pas pourquoi, nous on appelle ça primitif, je ne me rappelle plus pourquoi. Donc une série entière comme ceci, c'est-à-dire un vecteur de vide x, je l'appelle primitif. Si son premier terme, son coefficient constant en quelque sorte, est non nul, x0 est non nul, et il y a un des coefficients qui est une unité. Donc je crois qu'on appelle ça distingué dans les théorèmes de Weierstrass. Bon. Voilà, donc je regarde certains vecteurs de vide particuliers, et pour un tel petit x primitif, je définis son degré comme étant le plus petit entier d, tel que le dième coefficient soit une unité. Bon, c'est intuitif. Alors bien sûr, vous pouvez vérifier, petit exercice, que le degré d'un produit, c'est la somme des degrés, d'accord ? Pour les éléments primitifs, donc tout marche comme on veut, sauf si c'est quand même plus compliqué, parce que la loi de multiplication des vecteurs de vide est quand même nettement plus compliquée que celle des séries. Ok. Et maintenant, j'ai une notion d'élément primitif distingué, irréductible. Oui, irréductible. Un x primitif est irréductible si les degrés non nuls. Donc les éléments de degré nul, c'est exactement les unités de l'anneau S ronde, comme ceci ici. Si les degrés non nuls, et x n'est pas un produit de deux éléments de degré strictement positif. Aussi, là, c'est assez naturel. Alors, on va regarder ces séries irréductibles, en quelque sorte. Et on a le théorème suivant avec Fontaine, qui est un des points clés pour faire tout ce qu'on fait. Donc je prends un élément primitif de degré 1, ici. Donc les éléments primitifs de degré 1 sont automatiquement irréductibles, ça va de soi. Et je vais regarder le quotient. Donc, B modulo l'idéal engendré par cet élément primitif. Donc mon algèbre de fonction holomorphe modulo l'idéal engendré par cet élément primitif. Et j'ai noté ça, ce quotient, j'ai noté ça C. J'ai noté θ la projection vers le quotient. D'accord ? Donc en quelque sorte, θ, ça va être une application d'évaluation d'une fonction holomorphe en un point. On va voir ça plus tard. Et donc le premier résultat, c'est que tout élément, c'est pas x ici parce qu'il y a déjà un x, donc tout élément y dans C, disons, s'écrit comme un Teichmüller. Donc a priori, s'écrit comme une somme de Teichmüller fois des puissances de p,
Mais non, c'est encore mieux que ça. Pour tout élément y dans C, il existe un A dans F tel que y soit θ d'un Teichmüller de F. C'est pas du tout évident. Je vais traduire après ce que ça veut dire concrètement. Le deuxième point, ce qui n'est pas du tout évident non plus, c'est que C, en fait, est un corps valué complet algébriquement clos pour l'unique valuation. C'est pas évident qu'il existe une unique telle valuation, mais c'est vrai. L'unique valuation telle que la valuation de θ d'un Teichmüller, c'est la valuation de l'élément de F dont on était parti. D'accord? Ici. Voilà. Donc ça, c'est corps C, c'est les corps qui interviennent comme corps résiduels de notre courbe, en fait, au final. Et donc, le troisième point, c'est que je vous ai expliqué précédemment, je l'ai écrit ici, que partant d'un corps C comme ceci, on pouvait construire un corps F, ce qu'on appelle le basculement en caractéristique P, qui est une vieille construction de Fontaine. Donc, en fait, F s'identifie canoniquement au basculement en caractéristique P de C, c'est-à-dire que je pars d'un élément A dans F, et un élément du basculement, c'est une suite compatible sous la puissance Pm d'éléments de C. Ben, tout simplement, j'associe θ, donc je projette les puissances P puissance moins nème du Teichmüller. Bon, bref, c'est ce qu'on pense. OK. Quatrième point, donc j'ai interprété ceci après. Je peux prendre P comme élément de C. D'accord ? Je prends P, mon uniformisante dans C, enfin, c'est pas uniformisante, mon élément de valuation strictement positive dans C, mon nombre premier P, et je prends notre P souligné, qui est dans le basculement, c'est l'élément, un élément, il y en a plusieurs, un élément tel que le zéroième terme, ça soit P. Donc P souligné, c'est on prend P et on extrait successivement des racines Pm de lui-même. Donc des racines Pm, P carré m, P puissance nème, etc. Donc ça, c'est un élément du basculement. Et alors, je dis que l'idéal engendré par X, l'élément primitif dont on était parti, c'est la même chose que l'idéal engendré par ce polynôme, en quelque sorte. La constante, c'est le Teichmüller de P souligné, et moins P. Donc il faut toujours penser à P comme étant la variable. Voilà. L'idéal engendré dans S, par exemple. Dans B, c'est pareil, en fait. Et on peut interpréter deux des résultats suivants, en termes classiques de la théorie de Weierstrass, c'est que le point 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le point 1, je dis que tout élément dans le quotient s'écrit comme un Teichmüller. Eh bien, ça veut dire que si on prend un Y dans l'anneau S bizarroïde, là, S, ronde, je peux toujours l'écrire sous la forme Z fois X plus un Teichmüller. Ça, c'est un théorème de division de Weierstrass, en quelque sorte. D'accord? Puisqu'il faut penser au Teichmüller comme étant les constantes. Ça, c'est le point 1. Donc, le point 1, c'est un théorème de division de Weierstrass. Et maintenant, le point 4, c'est un théorème de factorisation du type Weierstrass. Il dit que X, on peut toujours, un élément primitif de degré 1, on peut toujours l'écrire comme une unité fois un polynôme de degré 1. Donc, c'est-à-dire un Teichmüller. Donc ici, le Teichmüller B, c'est P souligné. Voilà, le Teichmüller B et P, c'est les mêmes ici, moins P. Alors, vous allez dire tout marche comme la théorie classique, mais attention, le reste de la division euclidienne, donc ici le Teichmüller de A, et ici le B qui est ici, ne sont pas uniques, contrairement à la théorie classique. D'accord? Donc A, le reste de la division, et B ne sont pas uniques. Donc ces procédés de factorisation ne sont pas uniques, contrairement au cas classique, et ce qui fait que leur preuve est beaucoup plus difficile en fait, parce qu'il n'y a pas d'algorithme canonique pour converger vers une telle division euclidienne. Alors, on a mieux, en fait, on a des théorèmes de factorisation encore plus puissants. On a que les éléments primitifs irréductibles dans S, toujours sous l'hypothèse F est algébriquement clos, sinon c'est faux, dans S, ce sont exactement les éléments de degré 1. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a une factorisation de Weierstrass de la forme suivante. Je prends un élément primitif X dans l'anneau S ronde ici, donc X est là-dedans. X, on peut l'écrire une unité fois un produit de polynôme de degré 1, en quelque sorte. Donc Teichmüller de A1 moins P jusqu'à Teichmüller de A1 10D moins P. Et attention encore, les A1 jusqu'à A1 10D ne sont pas uniques. Donc on a des factorisations comme ceci. Alors, si F est algébriquement clos, il y a des éléments primitifs irréductibles de degré strictement plus grand que 1. Donc le fait que tous les éléments primitifs dans S soient de degré 1 se traduit sur la courbe, sur le fait que ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les points fermés de la courbe sont de degré 1. C'est équivalent. En fait, avec Fontaine, on avait construit d'abord la courbe et on ne savait pas si c'était vrai, ça. Donc on pensait qu'il y avait peut-être des éléments de degré strictement plus grand que 1, mais ce n'est pas le cas. OK? Alors maintenant,
Donc j'ai une bonne notion de factorisation là-dedans, dans cet anneau B ou S. Et j'ai noté Y entre double barre CL. Alors CL, ça veut dire classique. Alors là, on va s'aventurer vers des choses un peu plus techniques. Donc CL, ça veut dire classique. Et Y, je ne l'ai pas défini encore. J'y viendrai peut-être à la fin si j'ai le temps. Donc Y, ça va être en fait un espace rigide analytique en essence généralisée dont je n'ai pas encore parlé. Mais bon, peu importe, on ne sait pas encore ce que c'est Y, mais je vais vous définir ce que c'est les points classiques de cet espace rigide analytique. Classique au sens des points de Tate. Donc Y entre ici classique, c'est l'ensemble des idéaux de B engendrés par un élément primitif irréductible. Donc dans le cas ici, F algébriquement clos, c'est les éléments primitifs de degré 1. Donc ces points classiques de Y, on peut les voir comme des idéaux maximaux dans B. D'accord ? Donc si je prends un point classique dans Y, donc c'est un idéal de B maximal, et je vais noter θ indice Y, la réduction modulo cet idéal maximal, qui va de B vers un corps résiduel C indice Y. Donc l'application θ indice Y, c'est moralement, on a une fonction holomorphe F dans B, et on l'évalue au point Y. On projette sur le quotient par cet idéal maximal. Alors, je vais essayer de vous énoncer maintenant un théorème de factorisation encore plus général avec cet espace de points classiques sur Y. Alors il se trouve qu'on a une fonction distance, donc il faut penser, cet espace Y que je n'ai pas encore défini, ça va être une espèce de disque épointé, et B, ça sera les fonctions holomorphes sur ce disque épointé. Donc sur ce disque épointé, il y a une distance à l'origine du disque épointé, c'est cette fonction norme qui est définie sur cet ensemble, c'est juste une fonction sur un ensemble. Donc la norme de l'idéal engendré par un élément primitif somme des xn fois p puissance n, c'est tout simplement la valeur absolue du terme constant. Et vous vérifiez que ça ne dépend pas du choix d'un générateur de l'idéal qui engendre le truc. Bon, ça c'est facile. Donc on a une fonction à valeur dans les nombres réels sur les points classiques de Y. Même si on ne sait pas encore ce que c'est Y. Je vous le concède. Mais. OK. Alors maintenant, j'ai essayé de vous dénoncer un théorème de factorisation encore plus général que ceux dont j'ai parlé avant, dont on a vraiment besoin pour montrer des résultats de base sur notre courbe. Alors pour ça, j'ai besoin de vous définir ce que c'est que le polygone de Newton d'un élément de B. Donc je vous ai dit, B, c'est en quelque moralement une algèbre de fonctions holomorphes de la variable P sur un disque épointé. Mais en fait, c'est triste à dire, mais on ne sait pas si tout élément de B possède un développement en série de Laurent au voisinage de 0. Donc on ne sait pas si tout élément X dans B s'écrit sous la forme somme sur les n éventuellement infinies, des séries infinies à droite et à gauche, d'un Teichmüller fois une puissance de P. Donc avec Fontaine, on pense que c'est faux, mais c'est assez dur d'exhiber des éléments qui ne sont pas comme ça, parce que je vous rappelle, mon algèbre B, elle est définie par une complétion. B, alors la question, c'est, vous voyez le polygone de Newton d'une série comme ceci, de Laurent, il est facile à définir, on prend l'évaluation des coefficients, puis on fait une enveloppe concave, comme d'habitude, et il n'y a pas de problème. Mais on ne sait pas que c'est vrai, ça. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va définir le polygone de Newton d'une fonction holomorphe, ici. Alors la solution, elle est astucieuse, c'est la chose suivante. On va utiliser la transformée de Legendre. Alors, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est la transformée de Legendre, de toute façon, si je vous rappellerai, je vais me tromper dans les signes, c'est sûr. Donc peu importe. Alors, la transformée de Legendre, c'est une sorte de tropicalisation de la transformée de Laplace. Alors, si j'ai un petit R strictement positif, donc jusqu'au tout début de mon exposé, j'ai défini certaines normes de Gauss. D'accord ? Mais en fait, ces normes de Gauss, on peut les voir du point de vue d'évaluation, c'est des exponents, enfin c'est P puissance moins certaines valuations. Donc pour R strictement positif, un élément X dans B, je note V indice R de X, c'est l'évaluation associée à la norme de Gauss associée au rayon ρ égale P puissance moins R. Donc VR de X, c'est moins log base P de la norme de Gauss de X, indice P puissance moins R. Donc VR, c'est une valuation de Gauss, donc pour R strictement positif. Et maintenant, si j'ai une fonction holomorphe f dans B, eh bien, je vais définir son polygone de Newton de façon détournée. C'est-à-dire que la formule que j'ai donnée ici est bien connue. Vous pouvez regarder l'article de Lazare à l'IHES
dans les années 60 sur le sujet, est bien connu pour la théorie des fonctions holomorphes usuelles au sens de rigide analytique de Tate. Et nous, on prend ça comme définition. Une polygone Newton de f, c'est la transformée de Legendre inverse de la fonction concave qui, à petit r, associe sa v indice r de f. Alors, a priori, ce n'est pas clair que c'est un polygone, mais on peut démontrer, il faut travailler un petit peu, que c'est un polygone concave à abscisse de rupture entière, c'est important, hein, de pente lambda i. Donc lambda i, c'est la pente sur l'intervalle i plus 1. D'accord ? Donc lambda i, c'est la pente sur l'intervalle i plus 1. I est un entier, puisque je vous ai dit que les abscisses de rupture sont entières. Donc notre polygone de Newton, c'est quelque chose comme ça. Je vais faire un dessin comme ceci. Donc les pentes en moins l'infini, la pente en moins l'infini tend vers plus l'infini. Donc ici, il va y avoir des choses comme ça. Et en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, ça tend vers 0, donc ça va tendre comme ça. Ça va être quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, on a les formules usuelles. Grâce à cette définition, en fait, on a toutes les formules usuelles pour les polygones de Newton. Je vais vous donner un exemple. Le fait que les V indices R soient d'évaluation, ce que j'ai appelé tout à l'heure le fait que les normes de Gauss que j'ai définies au tout début soient multiplicatives, qui jouent un rôle crucial dans notre travail, c'est là qu'on l'utilise. C'est que le fait que les V indices R soient une évaluation, c'est-à-dire que valuation de xy égale valuation de x plus valuation de y, ça se traduit en le fait que les transformées de Legendre s'additionnent, c'est-à-dire du point de vue des polygones de Newton, ça se traduit sur le fait que le polygone de Newton du produit de deux fonctions holomorphes, c'est la convolée des polygones de Newton de x fois avec celui de y. Donc ici, c'est une convolution tropicale. Donc, cette convolution tropicale des polygones, ça revient à concaténer les polygones, tout simplement. C'est-à-dire qu'on prend les pentes des polygones et on les concatène. Donc, et on les réordonne, bien sûr, pour que ça forme une fonction concave. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc le fait que la formule usuelle que les pentes du polygone de Newton d'un produit, ça soit on prend les pentes et on les met ensemble, est encore validée, avec multiplicité. Vous voyez, c'est très simple ça. Mais si vous prenez deux vecteurs de vide dans la GFB bornée dont j'ai parlé tout à l'heure et que vous ne savez pas le fait que les VR soient d'évaluation et que vous essayez de démontrer ça, vous n'allez pas y arriver. Parce que la loi de multiplication dans les vecteurs de vide est absolument horrible. Mais on a ça. Voilà. Blablabla. Tac. Et alors maintenant, là, le théorème auquel on peut le gros théorème de factorisation qu'on a avec Fontaine, si je prends une fonction holomorphe f dans B, eh ben, les pentes du polygone de Newton, c'est exactement les normes. Donc je vous rappelle que la norme, c'est une fonction sur y, les points classiques, qui est la distance à l'origine sur ce disque est pointé. Donc c'est la norme des zéros de la fonction f. D'accord ? La norme de y, où y est un point classique, et où la fonction f s'annule. C'est-à-dire θ indice y de f est égal à 0. Voilà. Et ceci avec multiplicité. Donc on a une notion de multiplicité pour les zéros, que ce soit pour les pentes et pour les zéros aussi, donc je n'ai pas parlé, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un théorème assez dur au final. Si on met tout ce qu'on a fait ensemble, c'est beaucoup plus dur que dans le cas classique. On peut même aller plus loin. Donc on a pour i un intervalle dans 0,1. On peut regarder non plus tout le disque est pointé, mais la couronne définie par l'intervalle i. Et on regarde les points classiques qui sont de norme dans i. Et en fait, si i est compact, c'est facile que de voir que l'algèbre de Fréchet BI est une algèbre de Banach. D'accord ? Donc la topologie est définie par une norme et pas par une famille de normes. Et en fait, le BI est un anneau principal de spectre maximal qui s'identifie au point classique dans Y indice I. Donc on a une bonne description de ces nanos BI lorsque BI est compact. Bon. Je passe là-dessus, on a plein de résultats de factorisation. Et je ne sais plus ce dont je veux parler maintenant. Alors là, ça va être terrible. Donc là, donc jusqu'ici, bon, je vous ai parlé de résultats dont on a besoin pour démontrer le premier théorème, le fait que la courbe x est une courbe et vérifie les propriétés attendues. Je ne vous ai pas encore parlé de la des résultats qu'on utilise pour classifier les faibles vectoriels, c'est beaucoup plus dur. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, d'un nouvel aspect plus récent qui concerne cette courbe. C'est qu'en fait,
vous avez vu, les corps résiduels de la courbe sont valués complets, algébriquement clos. Ils sont valués complets. Donc c'est assez mystérieux. Pourquoi est-ce que les corps résiduels d'une variété algébrique seraient complets pour une quelconque valuation? Et bien, c'est qu'en fait, cette courbe est uniformisée de façon rigide analytique, comme une courbe de Tate, par exemple. Donc, pour I compact, un intervalle compact dans 0,1, je note le spectre radique de l'algèbre de Banach BI, virgule BI0, donc c'est une algèbre affinoïde au sens de Huber, c'est un couple affinoïde au sens de Huber. Donc c'est une algèbre de Banach. Donc, quand on a une algèbre de Banach p-adique comme ceci, Roland Huber a défini un espace topologique d'évaluation, c'est ce qu'on note le spectre radique de ce truc-là. Donc c'est un espace de Zariski-Riemann en termes de certaines valuations continues sur l'algèbre de Banach BI, et il a mis un préfaisceau dessus. Alors bien sûr, si l'algèbre B de Banach dont on parle est une algèbre affinoïde de Tate au sens classique, c'est-à-dire topologiquement de type fini, on a un faisceau. Le préfaisceau qu'il a mis dessus est un faisceau. C'est un des résultats de base, c'est le théorème d'acyclicité de Tate qui se traduit là-dessus. Eh bien, théorème, c'est vrai pour nos énormes algèbres de Banach, ceci est un QP espace-adique, c'est-à-dire que le préfaisceau qu'a défini Huber est un faisceau. Donc la fameuse couronne rigide analytique définie par l'intervalle I, elle a bien un sens. On a un espace Hanley, on a un espace rigide analytique généralisé associé à I. Et donc pour I compact, je note Y indice I, cette couronne rigide analytique, au sens des espaces adiques de Huber. Et maintenant, on fait varier l'intervalle I, et lorsque I est inclus dans I', on vérifie que la couronne rayon I dans la couronne rayon I', c'est un domaine de Weierstrass, un ouvert, particulier, rigide analytique. Et je note Y, l'espace, le fameux espace que je n'avais pas encore défini avant, c'est l'union de toutes ces couronnes compactes, enfin quasi-compactes, lorsque l'intervalle grossit dans 0,1. Et donc ça, c'est mon fameux disque pointé dont je ne voulais pas parler, mon disque pointé p-adique. Donc ça, c'est un QP espace-adique. Et alors, l'espace topologique de Y s'interprète comme certaines valuations continues à équivalence près sur cette algèbre de Frey chez B. Les points classiques que j'ai définis précédemment sont en fait exactement comme dans le cadre de la théorie usuelle de Tate ou de Berkovitch ou de Huber. C'est l'ensemble des valuations continues de supports non nuls. Et vous vérifiez que le Frobenius phi, je reviens à mon Frobenius du début, de mon algèbre de Frey chez B, phi il agit sur B là-dessus, induit un automorphisme de cet espace adique. Et de plus, cette action de Frobenius est totalement discontinue. C'est-à-dire Frobenius d'un rayon ρ, c'est rayon ρ à la puissance 1 sur P. C'est pas rayon ρ à la puissance P, parce que Frobenius est arithmétique, c'est pas un Frobenius géométrique, donc c'est l'inverse. Donc l'action, puisque ρ varie le rayon varie dans 0,1 avec 0,1 exclu, l'action de Frobenius est totalement discontinue. Et donc maintenant, en fait, on a une version rigide analytique de la courbe, qui est un espace adique sur QP. Donc on prend ce disque est pointé, et on quotiente par l'action itérée positive et négative de Frobenius. Et ça a un sens, puisque Frobenius agit de façon proprement discontinue, sans point fixe. Et ça, c'est un QP espace adique, c'est-à-dire un espace rigide analytique qui est généralisé sur QP, quasi-compact. Et on vérifie que, et ce que j'appelle les points classiques, c'est les points classiques modulo les puissances de Frobenius. Et X adique, c'est en quelque sorte l'analytifié de la courbe dont j'ai parlé au début, au sens suivant. C'est par exemple les points classiques, je ne sais plus pourquoi j'ai mis, donc ici c'est Y qu'il faut mettre. Donc les points classiques de la courbe rigide analytique s'identifient au point fermé de la courbe algébrique dont j'ai parlé au début. Et les corps résiduels s'identifient, blablabla, je n'ai pas passé 3 quarts d'heure. Donc on peut retrouver la courbe algébrique comme le proche des sections positives itérées d'un certain fibré en droite O de 1 sur la courbe rigide analytique. Et on a même un théorème assez dur à démontrer, c'est que les faisceaux cohérents sur la courbe et sur la courbe rigide analytique sont les mêmes. Donc ça, c'est le dernier résultat qu'on a en date avec Fontaine sur ces trucs-là. Donc on a une courbe rigide analytique. Bon, alors voilà. Bon, je ne vous ai pas parlé, au final, de comment est-ce qu'on utilise ces choses-là en théorie de H p-adique. Ça m'aurait pris trop de temps, parce qu'il faut faire plein de rappels sur les anneaux de période de Fontaine. Et bon, j'espère vous avoir convaincu qu'en utilisant ces petits résultats, il y a quand même de l'analyse p-adique en quelque sorte assez élémentaire sur ces vecteurs de Witt, et on peut s'amuser beaucoup avec ça. Voilà, moi je vais m'arrêter là.